Nous accueillons donc aujourd'hui pour parler du référendum aux États-Unis, mais peut-être que nous reviendrons un petit peu sur le cas suisse, parce que le professeur Andreas Auer, qui a été professeur à l'Université de Genève jusqu'en 2007, y a dirigé le Centre d'études et de documentation sur la démocratie directe. Et non seulement il a dirigé ce centre, mais il a aussi été un intervenant dans la vie constitutionnelle genevoise, puisque avant 2008, il y a eu tout un mouvement qui a été lancé pour modifier la constitution genevoise, et le professeur Auer est un des principaux protagonistes de ce mouvement de relance de la discussion sur la constitution genevoise. Et comme il est professeur de droit constitutionnel, il a eu aussi l'occasion d'intervenir régulièrement pour commenter les résultats des référendums en Suisse. Et donc, dans la discussion tout à l'heure, nous pourrons faire un certain nombre de parallèles entre ce qu'il nous dira des États-Unis et certains éléments de la situation en Suisse. Il a notamment récemment commenté, c'était l'an dernier, il y avait eu à l'initiative de l'UDC un référendum qui a été mis en place pour modifier les conditions d'élection du Conseil fédéral, pour que le Conseil fédéral soit élu au suffrage universel, ce qui était refusé par près de 76% de citoyens, pourtant spécialement prêts ordinairement à se déclarer fanatiques d'une démocratie directe. Donc nous pourrons aussi parler de ça avec lui. Mais si je l'ai invité aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il a été en Europe une des toutes premières personnes à étudier de façon véritablement scientifique l'histoire de l'initiative populaire et des pratiques référendaires dans les États américains, et qu'il a publié sur le sujet l'ouvrage qui, en français, est toujours l'ouvrage qui fait référence. La littérature américaine est bien sûr très importante. C'est son ouvrage publié en 1989, Le référendum et l'initiative populaire aux États-Unis. Et le professeur Auer, lorsqu'il a quitté l'Université de Genève, a ensuite rejoint l'Université de Zurich. C'est un Suisse de langue allemande, puisqu'il est originaire des Grisons, vient-il de me dire. Et il co-dirige maintenant le Centre d'études pour la démocratie à Aarau. Donc je suis spécialement content de l'accueillir aujourd'hui, tant pour la spécialité et la réputation qu'il a acquise dans l'analyse des institutions référendaires américaines que pour la capacité qu'il peut avoir avec nous de faire le parallèle entre cette situation américaine et la situation européenne. Soyez le bienvenu, c'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Je tiens tout d'abord, mesdames et messieurs, à vous féliciter d'être venus si nombreux pour entendre pendant 2 heures des développements sur un sujet qui est manifestement très loin des préoccupations majeures des habitants de ce pays, à savoir le référendum et l'initiative populaire aux États-Unis. Et quand on dit aux États-Unis, ce n'est pas au niveau fédéral, mais c'est au niveau des États membres de l'Union américaine. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler dans cette vénérable institution qu'est le Collège de France. Je dois cet honneur, comme M. Rosanvallon vient de vous l'expliquer, à un livre que j'ai publié il y a 25 ans sur ce même sujet, que j'ai essayé un petit peu depuis, dans une série d'autres articles, de suivre un peu l'actualité dans ce domaine, mais encore que de façon, je dois dire, extrêmement ponctuelle, tant il est vrai que l'expérience des Américains en matière de démocratie directe au niveau étatique, dans une bonne moitié des États américains en tout cas, est d'une richesse incroyable qu'on n'arrive pas à saisir dans l'ensemble. Et puis je le dois aussi, il vient de le dire, au fait que j'ai écrit mon livre en français, ce qui fait qu'effectivement, ça c'est resté dans la région francophone une petite référence. Bien, mesdames et messieurs, ceci dit, je vais commencer par vous montrer dans les grandes lignes le plan
de cette intervention, et vous voyez tout de suite que j'aurais pas réussi un concours d'agrégation en France, puisque je n'ai pas fait 2 parties et 2 sous-parties, mais il y a 4 thèmes principaux que j'ai l'intention d'évoquer avec vous. Il est vrai que je ne suis plus à l'âge où on doit passer un concours d'agrégation, ce qui me rassure. Ça, c'est les 4 sujets, donc les institutions, l'histoire, les thèmes, et puis le jeu de l'équilibre des pouvoirs dans lequel s'inscrivent ces institutions de démocratie directe aux États-Unis. Mais avant de commencer par la véritable introduction, j'ai pensé, puisque c'est un séminaire de théorie de la démocratie, je me suis permis un petit peu de commencer en plus large et de parler de la démocratie politique dans l'ensemble, mais ne vous en faites pas pendant 1 heure, et de voir un peu quelles sont les strates, quelles sont les lignes directrices, quels sont les domaines sur lesquels on peut s'entendre en matière de démocratie politique, les éléments constitutifs de la démocratie politique. Quand je dis démocratie politique, c'est par opposition à la démocratie dans la société civile, dans les partis, dans les organisations, donc la démocratie au sein de l'État. La base, je ne vais pas faire très long, au fond, la démocratie politique, la définition, c'est assez facile. Ça veut dire que le peuple est un organe de l'État et qu'il agit en tant qu'organe de l'État. On lui reconnaît un certain nombre de compétences, de décisions, et cela étant, il y a un premier volet institutionnel sur lequel j'insisterai beaucoup aujourd'hui par rapport aux États-Unis, les institutions démocratiques. La démocratie a besoin d'institutions, et la plus connue, évidemment, vous la connaissez bien, c'est l'élection populaire, l'élection au suffrage universel, c'est une institution démocratique. Les autres institutions qui peuvent s'y ajouter, c'est l'élection d'autres organes que le Parlement, ou alors c'est le vote populaire, le référendum, nous allons parler beaucoup de ça, voire l'initiative populaire, voire le droit de rappel, le droit de révocation, le recall. Donc les institutions démocratiques doivent être aménagées par la constitution des différents pays. Le minimum, c'est l'élection, à laquelle peuvent s'ajouter d'autres éléments. Maintenant, les institutions démocratiques, ça ne suffit pas, évidemment, pour une démocratie politique. Il ne suffit pas d'avoir les élections, il faut encore que les élections soient libres, il faut encore que l'état de droit soit respecté, il faut que les droits fondamentaux soient garantis, il faut que le principe de la légalité soit respecté. Donc il y a tout un ensemble institutionnel aussi qui doit s'ajouter à ces institutions démocratiques, et c'est ainsi que, éventuellement, une démocratie peut voir le jour. Les institutions, ça concerne l'État. Le deuxième élément que je me permets de mentionner, c'est ce que j'appelle la société civile ou la société tout court. Un État tout seul ne peut pas créer la démocratie. Il y a des exemples encore aujourd'hui où l'État est omnipuissant et se met à écraser la société civile par tous les ports. La Corée du Nord et la Chine populaire sont toujours des exemples où il n'y a pas véritablement de société civile au sens libre du terme. Et quand je dis société civile, c'est toutes les organisations sociales non directement étatiques, là où les hommes et les femmes peuvent se réunir pour faire du commerce ensemble, pour travailler ensemble, pour pratiquer la culture, faire du sport. Enfin, vous les connaissez, toutes les organisations sociales non directement étatiques, société civile. Et j'insiste souvent sur l'importance de l'existence de ces 2 sphères. L'État d'un côté, la société civile de l'autre, avec un équilibre qui est toujours instable. Mais il faut que les 2 existent véritablement et puissent se développer, se limiter réciproquement. Les 2 exemples que je donne toujours, d'un côté, comme je viens de mentionner, les anciens États communistes, ou encore, dont il existe encore aujourd'hui des restes, où l'État domine, écrase, contrôle toute la société civile, où les hommes ne peuvent pas faire 2 choses entre elles, même pas en famille, sans que l'État y regarde de près ou de loin. Et puis l'autre exemple, qui n'est pas moins d'actualité,
c'est des situations où l'État est en train de, Engels dirait, dépérir, où il n'y a pratiquement plus de structures étatiques. Beaucoup de sociétés africaines ont une société civile extrêmement riche, extrêmement vivante, mais elle a sucé l'État, elle l'a aspiré, et l'État n'est plus qu'une superstructure qui n'existe pratiquement plus, et là non plus, il ne peut pas y avoir de démocratie. Donc il faut toujours qu'il y ait cet équilibre un petit peu entre ces deux éléments, société civile et État. Et puis, le dernier élément, mais après j'en aurais fini avec cette introduction, c'est ce que j'appelle l'idéologie démocratique. Idéologie au sens propre du terme, un système logique d'idées, les représentations que l'on se fait de la démocratie. Et je me permets de vous rappeler que jusqu'à l'époque des Lumières, la démocratie était considérée comme une forme déviée d'organisation de l'État. L'oligarchie, c'était bien, l'aristocratie, c'était bien, la démocratie avait mauvaise presse jusqu'à la Renaissance. Et depuis lors, alors, la démocratie est synonyme de bon gouvernement. L'idée que l'on se fait de la démocratie est très importante. Et nous verrons que même en parlant de la démocratie directe, cet élément idéologique, cet élément de représentation est très important et peut expliquer et déterminer aussi le fonctionnement des démocraties. Voilà, vous m'excuserez, c'est ce cadre tout à fait général. Maintenant, je deviens un petit peu plus direct, démocratie directe. Avant d'en venir au thème proprement dit, en démocratie, nous avons vu au niveau institutionnel, dans la démocratie représentative, l'élément de base, évidemment, c'est l'élection populaire. Dans la démocratie dite directe, l'élément de base, c'est le vote populaire. Dans l'élection, le peuple choisit une personne ou plusieurs personnes. Dans le vote populaire, les électeurs se prononcent pour ou contre une idée, pour ou contre une norme, pour ou contre une décision. Maintenant, si on comptait les États qui ont, à côté de l'élection du Parlement, éventuellement du chef de l'État et d'autres instances, un élément de référendum, un élément de vote populaire. Et si l'on disait que tous ces États sont des démocraties directes, ce serait probablement erroné. Le Madagascar n'est pas une démocratie directe. Et pourtant, il y a le vote populaire qui est prévu. Et beaucoup d'États connaissent le référendum dans des situations bien particulières, notamment en matière constitutionnelle, ce qui fait, à mon avis, la caractéristique principale de la démocratie directe telle qu'elle est pratiquée, notamment en Suisse et dans les États américains, comme nous verrons aujourd'hui, c'est ce que j'appelle le déclenchement autonome du vote populaire. Le vote populaire, le peuple, vous connaissez ça bien en France, le peuple se prononce en France, mis à part le référendum obligatoire pour la Constitution, sur décision du président de la République. C'est le président de la République qui décide, qui choisit cet instrument. Dans d'autres États, c'est le Parlement qui peut décider, voilà, nous soumettons au peuple une mesure que nous pourrions décider nous-mêmes, mais nous la soumettons au peuple. Ce n'est pas véritablement des instruments de démocratie directe. Dans les pays qui connaissent cette institution, le vote populaire est soit la conséquence du niveau normatif de l'objet qui est soumis au vote. Par exemple, nous le verrons, aux États-Unis, les constitutions des États américains, comme en France d'ailleurs, référendum obligatoire, non pas comme en France, référendum obligatoire au niveau des États américains. Dès qu'on veut changer la Constitution, il faut un vote populaire. Donc là, le déclenchement n'est pas dans les mains d'un autre organe de l'État, mais c'est le niveau normatif qui décide. En Suisse, c'est sensiblement la même chose. Avec le référendum dit facultatif, le peuple décide lui-même sur quoi il veut voter et quand il veut voter. C'est ce que j'appelle déclenchement autonome. L'organisation du vote populaire, en Suisse on dit la votation populaire, c'est pas très français je dis, mais c'est notre terme. L'organisation de la votation populaire n'est pas le résultat d'une décision de l'exécutif ou du législatif ou de quelque autre organe de l'État, mais c'est le peuple lui-même qui décide
quand est-ce qu'il veut voter et sur quoi il veut voter. Et c'est là que nous avons cet élément de déclenchement autonome des institutions de vote populaire. Troisième élément, la DD comme complément de la DR. Vous aurez compris que la DD, c'est la démocratie directe et la DR, c'est la démocratie représentative. On oppose toujours ces deux systèmes. En Allemagne, encore aujourd'hui, en France aussi, ailleurs, on dit là, nous sommes une démocratie représentative, nous ne voulons pas d'une démocratie directe. On fait comme si c'était deux systèmes antinomiques. C'est ou bien une démocratie représentative, ou bien une démocratie directe. Eh bien non. La démocratie directe n'est pas une alternative à la démocratie représentative. Elle en est le complément. Elle la complète. Dans toutes les démocraties directes, y compris en Suisse, il y a l'élément représentatif, il y a des parlements qui sont élus, des autorités qui sont élues par le peuple. Il est là, l'élément représentatif. Simplement, il n'y a pas que ça. Le peuple ne fait pas que élire ses représentants ou le chef de l'État et entre les élections, il se tait ou il va dans la rue, mais le peuple se prononce sur des objets concrets. En plus, il a donc plus de compétences. Mais ce n'est pas une antinomique, donc ce n'est pas, encore une fois, une alternative, mais c'est un complément de la démocratie représentative. À ce titre, voilà ce que ces notions tout à fait générales que je me suis permis d'ajouter avant de venir maintenant à mon introduction au thème de ce jour, qui est la démocratie directe aux États-Unis, ou plutôt le référendum et l'initiative populaire aux États-Unis. Il faut tout d'abord faire attention à la terminologie. Direct democracy, démocratie directe, n'est pas vraiment le terme utilisé le plus souvent aux États-Unis. C'est plutôt ballot propositions. Ballot, c'est l'urne, des objets soumis au vote, et c'est ça le terme qui est souvent utilisé. Ou alors direct legislation, législation directe. Et on voit déjà que par le choix de la terminologie, qu'aux États-Unis, les institutions de démocratie directe ont pour objet de contourner le législateur ordinaire par une autre moyen. Donc la terminologie aux États-Unis est tout à fait particulière. D'ailleurs, la façon dont ils qualifient les institutions démocratiques varie d'un auteur à l'autre. Alors j'ai encore regardé ces derniers jours les publications récentes. La qualification que je vous propose aujourd'hui n'est pas du tout celle que tous les auteurs utilisent, et entre eux, les auteurs ne sont pas non plus d'accord. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que les États-Unis, c'est un État fédéral. C'était d'ailleurs probablement l'invention majeure des pères fondateurs, les Founding Fathers en 1787, que d'avoir inventé cette structure étatique tout à fait particulière, où il y a deux niveaux de l'État, un niveau fédéral et un niveau étatique, qui sont superposés et qui agissent directement sur le citoyen. Cette structure fédérale, c'était vraiment une création originale qui, depuis lors, s'est répandue dans d'autres pays. Et si je dis c'est important la structure fédérale en matière de démocratie directe aux États-Unis, c'est qu'au niveau fédéral des États-Unis, il n'y a pas de démocratie directe. Les pères fondateurs n'étaient pas des démocrates. La démocratie, ce n'est pas ce qui les intéressait le plus. C'était plutôt la séparation des pouvoirs, checks and balances, et puis le fédéralisme. Et ils en avaient même une horreur de poser des questions au peuple. Les élections même étaient très suspectes pour Hamilton et Madison, pour les auteurs. Donc, au niveau fédéral, encore aujourd'hui, comme en Allemagne d'ailleurs, aucun élément de démocratie directe ne subsiste. Au niveau des pays membres, des États membres, des entités qui composent cet État fédéral, les 50 États américains, c'est à ce niveau que les institutions de démocratie directe existent. Et puis au niveau local, encore davantage, au niveau des counties, au niveau des villes, qui également, ces institutions sont très connues, comme elles sont d'ailleurs dans énormément de pays, y compris en France, jusqu'à un certain point. Autre rappel d'introductif, la Judicial Review. Les États-Unis connaissent
Le rôle du juge est très important dans un système de la common law, bien entendu, et le système de contrôle de constitutionnalité qu'ont choisi les Américains dès le début du XVIIIe siècle, c'est le contrôle diffus de constitutionnalité. À la différence de ce que vous connaissez en France avec le contrôle concentré, où le Conseil constitutionnel est la seule instance qui peut contrôler la constitutionnalité des lois, aux États-Unis, tous les juges de première instance, deuxième instance, troisième instance, tous les juges doivent, lorsqu'une question se pose, examiner si la loi qu'ils sont chargés d'appliquer est conforme à la Constitution ou non. Ce système du fait est très important parce que tous les juges américains, les juges étatiques et les juges fédéraux, sont à même, selon les circonstances, à se prononcer sur la constitutionnalité des lois ou des actes que le peuple a approuvés dans un référendum ou proposés dans une initiative populaire. La diversité institutionnelle. Je parlerai de l'initiative et du référendum aux États-Unis, dans les États américains. Mais alors, la diversité, la façon dont ces institutions sont organisées entre les 50 États, ou entre la bonne trentaine d'États qui les connaissent, qui les pratiquent avec une certaine intensité, est extraordinaire. Au sein même d'un État, il y a 1000 façons, il y a 10, 15 différentes espèces de référendums et d'initiatives populaires, et entre les États, vous pouvez vous imaginer que la diversité est encore beaucoup plus vaste, de sorte que, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est une simplification, c'est une abstraction, et ce serait d'ailleurs très ennuyeux si je vous énumérerais toutes les institutions variées qui existent dans les 50 États. On n'en aurait pas pour 1 heure, mais on en aurait pour à peu près 4 heures d'exposé, et ça, je ne vais quand même pas vous soumettre à cette épreuve. Et puis, le dernier point, avant de démarrer vraiment, j'ai appelé ça l'attachement du peuple et le mépris des élites. Les institutions de démocratie directe aux États-Unis sont très appréciées par les gens qui les pratiquent. C'est très populaire. Ils trouvent que c'est une bonne chose. Il y a eu des enquêtes récemment en Californie, en Oregon et à Washington. Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie directe? Est-ce qu'il faudrait la supprimer? Est-ce qu'il faudrait en finir ou est-ce qu'il faut la développer? 80%, 70% des gens trouvent que c'est une bonne chose. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'idéologie démocratique. L'idéologie démocratique est très forte aux États-Unis, dans les gens, dans le peuple, parmi les gens qui la pratiquent. Mais alors dans les élites, parmi les politiques, au sein des universités, parmi les juristes ou les politologues, tout le monde se met d'accord, tout le monde s'entend pour dire que la démocratie directe, c'est pas bien. Ils la critiquent de fond en comble. Le peuple ne comprend pas grand-chose. Et puis, ça donne des résultats qui ne sont pas satisfaisants. Et puis, la démocratie représentative, etc., etc. Donc, il y a une rupture assez caractéristique, qu'on n'a pas chez nous en Suisse d'ailleurs. J'ai de la peine à trouver parmi mes collègues constitutionnalistes américains des gens qui sont généralement en faveur des systèmes de démocratie directe. Et parmi les politologues, je crois aussi que la tendance générale, c'est plutôt la critique. Et ça, c'est assez caractéristique. Donc une idéologie démocratique scindée en deux, je devrais dire, entre les élites, très négatifs, et les gens ordinaires, les peuples qui sont en faveur de cette institution. Nous reviendrons peut-être sur ce point. Et alors, la première série de remarques porte sur les institutions de la démocratie directe aux États-Unis. Et je commence par le référendum. Et quand je dis référendum, ne pensez pas, comme on fait en France, au terme qui est très français, le référendum d'initiative populaire. Je parlerai du référendum et je parlerai de l'initiative. Mettons pas nécessairement les deux choses ensemble. Le référendum est synonyme de vote populaire ou scrutin sur, non pas une personne, mais sur un objet. Donc le référendum se situe tout à la fin d'un processus législatif ou constitutionnel. On a commencé par adopter une loi, puis c'est le dernier mot, le référendum. Le peuple dit oui ou non à une loi ou un acte ou une décision que le Parlement a évoquée. C'est le vote populaire qu'est le référendum. L'initiative, c'est tout au début
du processus. C'est l'autorité ou les autorités qui peuvent déclencher une procédure qui peut conduire à l'adoption d'un acte. Donc le référendum comme synonyme de vote populaire, et je commence par le référendum obligatoire, constitutionnel, qui est l'institution de base de la démocratie directe aux États-Unis. Référendum obligatoire, c'est la terminologie que nous utilisons en Suisse, mais celle-là, même aux États-Unis, est d'usage. Ça veut dire que pour qu'une constitution ou la révision d'une constitution puisse entrer en vigueur, il faut qu'elle ait été approuvée par le peuple. Obligatoire, on n'a pas besoin de l'organiser, on n'a pas besoin de la demander, elle est organisée d'office si c'est le niveau constitutionnel qui est visé. Et là, nous avons vu 49 États, c'est-à-dire pratiquement tous les États américains, connaissent cette institution, et ceci depuis 1780, enfin depuis le début des États-Unis, avec l'extension à tous les États qui ont rejoint l'Union. Un seul État ne connaît pas, c'est le Delaware. Le Delaware n'a pas. La Constitution peut être révisée au Delaware avec une majorité qualifiée du Parlement, et il n'y a pas de vote populaire obligatoire. Donc déjà, on voit que cet élément central de la démocratie directe, il est pratiquement présent dans tous les États américains. Ce qui nous amène à l'objet de ces votations, ce sont les constitutions d'État. La constitution du Nevada, la constitution de l'Oregon, du Dakota du Sud. Et alors, les constitutions étatiques américaines, c'est quelque chose. La plus longue constitution du monde, c'est celle de l'Alabama. Elle a 340 000 mots. La constitution de la Californie fait 110 pages. Si vous vous ennuyez vraiment, essayez de lire une constitution, vous n'arriverez pas au bout. En plus, le style est très particulier pour nous qui sont habitués au système un autre système juridique. Donc, les constitutions étatiques américaines sont très détaillées, sont extrêmement longues, difficiles à comprendre, et les révisions sont très fréquentes. Les révisions, selon la procédure que nous avons vue, sont plus faciles au niveau des États membres qu'au niveau de l'Union. Au niveau de l'Union, vous savez que la Constitution américaine de 1787 n'a été révisée que 16 fois en plus de 2 siècles, tandis qu'il y a une véritable révisionnite au niveau des constitutions des États américains, et chaque fois le peuple doit participer obligatoirement à ces révisions. La plupart du temps, la majorité exigée pour que la révision constitutionnelle puisse entrer en vigueur, c'est la majorité relative, la majorité de ceux qui ont valablement participé au scrutin. Parfois, certains États exigent une majorité qualifiée. Par exemple, une majorité de la moitié au moins de ceux qui ont participé à la dernière élection, etc. Donc, les majorités se calculent en principe à la majorité simple de tous ceux qui ont valablement participé au vote. Ça, c'est le référendum obligatoire constitutionnel. Maintenant, le deuxième élément, c'est le référendum dit facultatif, et celui-là, il porte seulement sur les lois. Et quand on dit référendum facultatif, cela veut dire que le vote populaire n'est pas organisé d'office, il est organisé seulement s'il est demandé par le peuple dans un certain délai. Donc c'est un mécanisme en 2 phases, en 3 phases si vous voulez. Le Parlement adopte une loi, première phase. Pendant un certain délai, on peut récolter des signatures pour demander que cette loi soit soumise au peuple. C'est la phase de la demande de référendum. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le vote populaire, c'est le référendum sur cette loi. Donc, il est facultatif, il n'est pas organisé sur chaque loi, mais seulement lorsque, effectivement, la demande en est faite dans un certain délai par un nombre requis d'électeurs. 24 États, donc pratiquement la moitié des États américains, connaissent au niveau législatif cette institution de la démocratie directe. Le nombre de signatures et les délais varient entre 2 et 10% environ
de ceux et de celles qui ont participé à la dernière élection du gouverneur dans cet État. On compte que les électeurs qui sont enregistrés. Donc ce n'est pas le nombre total de ceux qui auraient la capacité de voter, mais seulement ceux qui ont voté valablement lors de la dernière élection du gouverneur. Les délais varient également, mais Californie, par exemple, 150 jours. En 150 jours, on doit récolter environ 600 000 signatures pour qu'une telle demande de référendum puisse aboutir. Ce n'est rien à côté des 4,5 millions de signatures que dans la dernière version du référendum en France sont proposées pour qu'un référendum d'initiative populaire puisse éventuellement aboutir. La fréquence des votations est importante. Ça vaut d'ailleurs pour le référendum constitutionnel comme pour le référendum législatif facultatif. Les Américains votent une fois par an en principe, au mois de novembre, et parfois 2 fois par an. Donc il n'y a que 2 scrutins annuels, ou alors le nombre des objets soumis au vote parfois se chiffre parmi des dizaines, voire plus. Donc tout est concentré, à la différence de ce qui se pratique ailleurs, notamment en Suisse, où nous votons 5-6 fois par an environ. En Amérique, c'est plutôt 2 fois, voire 1 fois par an, la plupart du temps, lors des années paires, en même temps que l'élection des représentants à la Chambre des représentants, la fréquence des votations est donc très concentrée. Et puis, troisième élément, au niveau du référendum, c'est un référendum déclenché par le Parlement, c'est ce que je vous ai appelé tout à l'heure, c'est cette autre institution, ça existe aussi aux États-Unis, où le Parlement peut, quand il a adopté une loi, sans attendre que le peuple récolte des signatures pour qu'elle soit soumise au vote, décider lui-même, OK, cette loi-là, on va nous décider de la soumettre au vote du peuple. Ça, c'est cette institution-là qui est aussi assez répandue. 12 États, quand même, connaissent cette institution. Deuxième élément, l'initiative populaire. Alors, encore une fois, le référendum, c'est à la fin du processus législatif. L'initiative, c'est au début du processus législatif. Et dans l'initiative populaire, le peuple a la possibilité de déclencher une procédure qui peut conduire à une révision de la Constitution ou qui peut conduire à l'adoption ou à la révision d'une loi. C'est cette initiative-là qui est un des éléments principaux de la démocratie directe au niveau des États américains et en Suisse également. Elle est dans 17 États, elle est constitutionnelle. C'est-à-dire que là, le peuple a le droit, la possibilité, moyennant certaines conditions, de demander qu'un processus de révision de la Constitution soit engagé. Évidemment, si ce processus passe toutes les étapes, il se termine, vous le savez comment, par un référendum constitutionnel. Donc, en matière constitutionnelle, l'initiative conduit toujours à un référendum, que ce soit l'initiative du peuple ou l'initiative des députés ou l'initiative des exécutifs, peu importe. Le processus de révision de la Constitution au niveau des États américains s'achève toujours et nécessairement par un vote populaire. Au niveau des lois, c'est différent. Le référendum obligatoire n'existe pas pour les lois aux États-Unis, dans les États américains. De sorte que l'initiative législative, qui est la possibilité pour le peuple, moyennant un certain nombre de signatures, de demander qu'une loi soit adoptée, et puis on peut la rédiger, la loi est rédigée de toutes pièces, ce n'est pas seulement une proposition, c'est vraiment un projet de loi, c'est vraiment un projet tout fait, ne conduit pas toujours à un référendum. Dans certains États, c'est assez logique, si le peuple demande l'adoption d'une loi et que le Parlement est d'accord avec cette loi, il l'entérine, il la fait sienne, et puis elle est éventuellement soumise au référendum facultatif, mais pas nécessairement au vote populaire. Mais néanmoins, dans la plupart des États, les lois d'origine populaire sont obligatoirement soumises au vote populaire.
de sorte que là, à nouveau, l'initiative législative conduit à un référendum obligatoire sur les lois. J'espère que vous êtes arrivé à me suivre avec ces termes législatifs, facultatifs, obligatoires. Maintenant, une autre caractéristique de l'initiative populaire aux États-Unis, c'est qu'elle est dans la plupart des États, dans 15 États, elle est dans 15 États au niveau constitutionnel et dans 12 États au niveau législatif, elle est directe. Et dans 2, respectivement 7 États, elle est indirecte. Qu'est-ce que c'est que la différence? L'initiative directe aux États-Unis, c'est un appel du peuple au peuple. Le peuple demande la révision d'une constitution, il écarte, pour ainsi dire, le Parlement et l'exécutif et s'adresse directement au peuple. C'est pour ça que le terme direct legislation, législation directe, veut bien dire ce qu'il veut dire. On ne passe pas par le législateur ordinaire, le Parlement, on passe directement le peuple, hop, et puis on saute à la dernière étape pour que le peuple décide. Elle est directe dans la plupart des États, et c'est la façon dont les États-Unis ont conçu la plupart du temps cet instrument qui est vraiment une voie d'évitement, une voie parallèle en quelque sorte à la procédure législative ordinaire qui écarte le Parlement, qui écarte le gouvernement, le gouverneur, etc. Indirect, vous voyez que c'est la minorité. L'initiative s'adresse au Parlement et le Parlement peut réagir, être d'accord ou pas d'accord, voire faire un contre-projet, et c'est ainsi éventuellement qu'il y a un vote populaire. Cette distinction est extrêmement importante et très caractéristique des États-Unis. L'initiative est dirigée contre les autorités. Elle a un élément, une dimension anti-autoritaire en quelque sorte. Le peuple veut faire lui-même. On n'a pas besoin du Parlement. On veut nous-mêmes faire nos propres lois et on les fait. On les rédige et le peuple décide s'il les veut. Et elle est assez, la plupart du temps, l'initiative populaire aux États-Unis, dans les États, a beaucoup de succès. Le taux de succès frise les 50%. Les conditions formelles de recevabilité des initiatives, c'est qu'il y a toute une phase à parcourir. Il faut d'abord rédiger. Et là, il y a des experts et des études d'avocats qui en profitent bien. Quand il faut rédiger une loi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement faire tout seul dans sa cuisine à 9h du soir. Ensuite, il faut enregistrer la demande d'initiative, il faut la soumettre au secrétaire d'État qui choisit le titre de l'initiative. Le titre ne doit pas induire en erreur, le titre de l'initiative, etc. Ensuite commence la phase de récolte des signatures. Donc on commence à récolter des signatures. Selon les États, à nouveau, ça varie entre les 3% et 10% environ des électeurs qui ont participé, dans un certain délai. Dans la plupart des États, il y a les délais qui sont fixés, et les délais sont assez courts aux États-Unis. Californie, c'est 3 mois. C'est pas long, hein, donc il faut vraiment mettre le paquet. C'est pour ça que dans cette phase de récolte des signatures, vous n'arriverez pas avec une poignée de militants à récolter 600 000, 800 000 signatures dans les délais prescrits. Donc, vous vous adressez à des spécialistes, à des entreprises qui vous récoltent des signatures sur n'importe quoi, hein, pourvu que vous payiez. Ça coûte environ $3 la signature. Et c'est comme ça. Donc, il faut 2 millions, 3 millions aux États-Unis, rien que pour la phase de récolte de signatures. Autrement, ce n'est pratiquement pas possible. Même si vous avez une bonne organisation très puissante, à les récolter, vous savez, des signatures dans la rue, vous ne savez même pas si l'électeur qui s'apprête à signer est enregistré. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'enregistrent pas. Donc, tout ça, c'est dans les mains des professionnels. Il y a une initiative industry, il y a un commerce, un commerce d'industrie, d'initiatives populaires qui est pratiqué par des entreprises qui se sont spécialisées. Vous voulez faire une initiative? Venez chez nous, on vous récolte les signatures dans le délai qu'il faut. Les conditions matérielles pour l'initiative sont de 2 sortes. Une, c'est l'unité de la matière. Pour simplifier, une initiative doit porter sur un seul objet, et pas sur 2 ou 3 objets qui n'ont aucun rapport entre eux. Parce que si l'électeur doit pouvoir voter par oui ou non, sa volonté ne peut pas s'exprimer correctement s'il n'est que pour une première partie de l'initiative et pas pour la seconde. Donc ça s'appelle le Single Subject Rule.
l'unité de la matière. C'est une règle importante. Elle se situe à cheval entre la forme et le fond de l'initiative, et c'est une condition qui doit être respectée. Et puis, évidemment, l'initiative doit être conforme au droit supérieur. Une initiative constitutionnelle du Nevada, de l'Oregon, du Mississippi ne peut pas aller à l'encontre du droit fédéral, de la Constitution américaine, bien entendu. Et une initiative législative dans les mêmes États doit y compris respecter la Constitution de cet État. Donc toutes les normes supérieures doivent être respectées. Et vous pensez bien que c'est assez délicat parce que vous rédigez une loi, ça peut créer des conflits avec une norme étatique ou une norme du droit fédéral et notamment de la Constitution fédérale. Donc ces deux conditions matérielles sont importantes. La campagne référendaire se déroule aux États-Unis d'une façon qui fait que les autorités n'ont rien à dire. C'est les initiants qui se battent contre les adversaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec une initiative, souvent on lance des contre-initiatives. Alors, sur le même sujet, une initiative a abouti, et ceux qui ne sont pas d'accord lancent une initiative qui dit le contraire, et les deux sont soumises au vote, et celle qui a le plus de voix l'emporte, etc. Les autorités sont absentes. C'est l'initiative directe, comme je vous ai dit. Le Parlement n'a pas le droit, ou n'a pas le temps, de se déterminer, de donner son avis. Le gouverneur ou le Parlement ne peut pas faire une recommandation de vote, comme c'est le cas en Suisse. Je veux dire, nous pensons que cette initiative est déraisonnable, veuillez s'il vous plaît la rejeter, ou le contraire. La campagne se déroule de façon très au sein de la société civile, pour le dire. La société civile seule s'occupe de la campagne, l'État, en quelque sorte, il se tait. Ce qui fait que là aussi, l'élément finance, évidemment, joue un très grand rôle. Les moyens que vous pouvez avoir à disposition pour faire campagne en faveur ou en défaveur d'un objet, vous pensez bien que c'est un élément très important pour le résultat du vote. J'y reviendrai. Et puis le vote a lieu selon les mêmes modalités, avec les mêmes majorités. La plupart du temps, une majorité simple suffit. Les effets, c'est encore toute une autre histoire. Une initiative a été acceptée, et alors? Elle n'est que dans la Constitution, ou elle n'est que dans la loi. Il faut encore qu'elle soit mise en œuvre, qu'elle soit appliquée par l'administration, par le Parlement, par les juges, etc. C'est encore toute une autre paire de manches, et nous verrons que les autorités ont toutes sortes de moyens de contrecarrer une initiative, même qui a été voulue par le peuple, pour empêcher qu'elle ne produise vraiment tous ses effets. Voilà pour l'initiative populaire, voilà pour le référendum. Très rapidement, le recall, le droit de révocation, qui est une troisième institution centrale de démocratie directe aux États-Unis, c'est le contraire de l'élection. Le peuple élit un membre au Parlement et puis il peut le rappeler dans un certain moment. La procédure se déroule, comme pour les référendums facultatifs, en deux étapes. On récolte des signatures pour rappeler un sénateur ou pour rappeler un membre de la Chambre des représentants de cet État ou pour rappeler un gouverneur. Et puis si on récolte les signatures dans le délai prescrit, alors il y a un vote populaire. Et si le vote populaire rappelle cette personne, elle n'est plus élue avant le terme de son mandat ou cette personne n'exerce plus les fonctions. Le recall est une institution très souvent pratiquée aux États-Unis. Les membres du Parlement, les membres des deux chambres du Parlement, aussi au niveau étatique aussi aux États-Unis, il y a un bicamérisme, il y a un Sénat et puis une Assemblée. Les membres du Parlement, le gouverneur parfois, les fonctionnaires, les juges parfois, les présidents des juges suprêmes des États parfois se font rappeler quand ils ne sont pas populaires, et nous reviendrons sur ce thème dans une autre à la fin. Le vote dans le recall ne porte donc pas sur l'organe en tant que tel. On ne rappelle pas un Parlement dans son ensemble, on ne rappelle pas un gouvernement, on rappelle une personne. Un député, un sénateur, un gouverneur, un fonctionnaire, un juge peut être rappelé à certaines conditions. Et c'est assez fréquent, encore aujourd'hui, encore cette année, il y a toute une série de procédures qui sont pendantes dans plusieurs États pour rappeler des gouverneurs, pour rappeler des membres du sénateur, etc.
Voilà, mesdames et messieurs, pour ces institutions. Maintenant, je me suis amusé, mais je vois que le temps avance, à représenter la même chose dans une autre perspective. Au lieu de passer par les institutions, je passe par le niveau normatif. Et pour répéter, le niveau constitutionnel, vous avez donc l'initiative populaire, vous avez l'initiative des autorités aussi, toutes les autorités peuvent proposer des révisions de la Constitution. Le référendum est toujours obligatoire, sauf au Delaware, comme nous avons dit. Au niveau des lois, vous avez l'initiative populaire dans 12 États, dans 21 États. Vous avez aussi l'initiative des autorités, dans tous les États évidemment. Le référendum est obligatoire pour l'initiative populaire dans 12 États, facultatif dans 7. Et ce qui est particulier, c'est ça. C'est ça que je n'ai pas encore expliqué. Une initiative, une loi qui a été approuvée par le peuple ne peut pas être remise en cause par le Parlement de cet État. Donc il jouit d'une protection accrue. Vous avez deux lois en quelque sorte. La loi proposée par le Parlement et votée par le Parlement peut revenir là-dessus, il peut la changer une année après, 10 ans après, sans problème. C'est la même autorité qui change. Si le peuple a approuvé une loi dans les 5 États, notamment en Californie, si le peuple a approuvé une loi, le Parlement ne peut plus la remettre en question. Elle jouit d'une protection accrue. Si le peuple a décidé une fois quelque chose, on dit que le Parlement n'a pas le droit de défaire ce que le peuple a voulu, sauf par une nouvelle votation populaire. Alors, pour modifier une loi acceptée par le peuple, il faut à nouveau un référendum, ou alors il faut que l'initiative elle-même précise qu'elle peut être amendée, qu'elle peut être modifiée par une simple décision du Parlement, une espèce de délégation. Ça existe, ça c'est possible. Ça, c'est un élément aussi important. Surtout dans les 5 États, ça donne une solidité accrue aux lois votées par le peuple et limite la possibilité des électeurs, des élus du Parlement de toucher à une loi. Voilà, ça c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure, donc je me permets de passer à un niveau suivant. L'histoire. 2 mots sur l'histoire des institutions de démocratie directe aux États-Unis. Le référendum constitutionnel, celui que nous avons vu, c'est vraiment une origine américaine. Elle est née dans le Massachusetts en 1778. Et c'est assez intéressant comment ça s'est développé. C'était encore des colonies de l'Angleterre. En Nouvelle-Angleterre, c'était des colonies à la côte est des États-Unis. Et les électeurs du Massachusetts ont voté au printemps 1778 une nouvelle constitution élaborée par le Parlement de cet État, ou de cet État, ce n'était pas encore un État, de cette colonie. Et ils n'en ont pas voulu. Ils ont dit non, on n'en veut pas parce que la Constitution ne peut pas être faite par le Parlement. La Constitution doit être faite par une assemblée constituante. L'idée que Constitution making, c'est quelque chose de spécial, ce n'est pas comme la législation ordinaire, il faut que ce soit un organe spécifiquement élu à cette fin qui rédige une constitution. Donc, les autorités ne savaient plus quoi faire, ils ont demandé aux électeurs, en un vote consultatif, est-ce que vous voulez procéder à l'élection d'une constituante pour faire une nouvelle constitution du Massachusetts? Ils ont dit oui. Et on a élu une constituante, et la constituante a fait un projet de constitution, et en ce moment-là, qui est-ce qui va ratifier ce projet? Ça ne peut pas être le Parlement ordinaire, ça doit être le peuple. Donc le peuple, comme constituant, le référendum obligatoire sur la Constitution s'est imposé à travers cette institution de l'Assemblée constituante, de la Constitutional Convention, comme ils appellent les Américains. Puisque vous confiez la rédaction de la Constitution à cet organe-là, vous ne pouvez pas demander au Parlement de la ratifier, il faut une légitimité supérieure, et cette légitimité ne peut venir que du peuple. Donc il y a eu en automne 1778, au Massachusetts, un vote où les électeurs, dans les town meetings, dans les assemblées populaires qui s'organisaient dans toutes les communes du Massachusetts, êtes-vous pour ou contre cette Constitution? Puis attention, ce n'était pas un oui ou un non. Ils pouvaient faire des amendements.
Vous pouvez dire, oui, je suis d'accord avec cet article, mais l'autre article, je voudrais qu'il soit rédigé comme ça. Alors imaginez-vous la façon de décompter les résultats. C'était la première expérience du référendum constitutionnel qui a été répétée dans d'autres États, New Hampshire, Maine, etc., de la côte ouest. Et ainsi, la méfiance qu'on avait à l'égard du législateur a conduit à confier l'élaboration de la Constitution à une constituante. Et puisque c'est une constituante qui l'a faite, il fallait que le peuple la ratifie. C'est ainsi qu'est né le référendum constitutionnel américain. Et puis, vous savez, il a été reçu en France assez rapidement, 1792. Il ne peut y avoir de constitution que celle approuvée par le peuple. C'est une devise de la Révolution française. Et depuis lors, le référendum constitutionnel en France, plébiscitaire, sous Napoléon et les autres. Madame Morel vous en a parlé en détail il y a une semaine ou 2 semaines de cette institution. Mais en tout cas, toujours est-il que le référendum constitutionnel a été reçu en France, et via la France, il est arrivé en Suisse, parce que vous savez peut-être pas, mais la Suisse était occupée pendant 5 ans par la France révolutionnaire, et ces Français révolutionnaires, qui ont fait beaucoup de bonnes choses pour nous et beaucoup d'autres qui sont moins bonnes, nous ont appris, entre autres, que les constitutions doivent être soumises au vote du peuple. Et le premier référendum obligatoire qu'on a eu en Suisse, 1802, c'était la deuxième constitution helvétique qui a été également soumise au référendum constitutionnel. Donc voilà le cheminement de cette institution du référendum constitutionnel qui aujourd'hui existe dans toute une série d'autres États. Inutile d'aller plus loin. Maintenant, l'initiative populaire, le référendum facultatif sur les lois, le deuxième élément de ces institutions de démocratie directe, c'est une invention française. J'arrête pas de le dire. Ces institutions, la possibilité pour le peuple de remettre en cause une loi votée par le Parlement, c'est Condorcet en particulier, dans le projet de constitution de février 1793, qu'il a imaginé maladroitement, compliqué, mais l'idée était bien là. Donner au peuple la possibilité de défaire ce que le législateur a fait. Évidemment, cette constitution n'a jamais été appliquée, ni celle de la Montagnarde qui a suivi la même année. Mais alors, il s'est passé un phénomène intéressant en Suisse tout au long du XIXe siècle, 1840 jusqu'à 1870-80, dans les cantons suisses. Les hommes politiques du moment ont puisé dans la boîte à outils de la Révolution française, si j'ose dire, ont pris ces institutions du référendum et de l'initiative et ont commencé à les utiliser, à les installer, à les propager dans les cantons. Et ils ont passé parce qu'il y avait la même situation, méfiance à l'égard de la mafia du gouvernement. Mais alors, on n'a pas pu se référer évidemment à l'exemple français. On ne pourrait pas dire que ça vient de la Révolution française, pensez-vous, la terreur a fait la terreur, y compris en Suisse. Donc on a dit non, nous sommes une démocratie depuis le XIIIe siècle. C'est quelque chose qui est tout à fait authentiquement helvétique, ce qui n'était pas du tout vrai. Donc une espèce de réception cachée, passionnante. C'est mon collègue Alfred Kölz de l'Université de Zurich qui a découvert ça en fouillant dans les archives françaises et dans les cantons. Donc ces institutions, inventées par les Français, ont été réalisées la première fois dans les cantons suisses, dans un processus assez fascinant, où dans tous les cantons suisses, peu à peu, qui étaient très différents, référendums et initiatives ont été reçus. Et puis, aux États-Unis, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, il s'est passé un phénomène de réception de l'initiative et du référendum à la Suisse sur la côte ouest des États-Unis, notamment Dakota du Sud, Oregon. Je ne dis pas que l'influence suisse était déterminante, mais il y a eu tout un échange au niveau de l'ambassadeur américain à Berne a publié un ouvrage qui a fait beaucoup de bruit à l'époque, etc. Donc il y a eu un processus de réception des initiatives de référendum suisses aux États-Unis, et c'est ainsi que la Californie et la plupart des États américains ont, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, reconnu peu à peu ces institutions de démocratie directe. Voilà 2 mots au sujet, comment on est arrivé. Donc les deux, pour revenir aux États-Unis, le référendum obligatoire est vraiment de naissance américaine. L'initiative et le référendum ont passé par la France et la Suisse avant d'arriver aux États-Unis. Les thèmes. Sur quoi portent les votes populaires
dans les États américains. En 2 mots, je dirais surtout et n'importe quoi. Il n'y a pas de limite. Bon, pour les référendums législatifs, il y a des limites, mais pour les initiatives, je suis allé voir dans Balladpedia, c'est le site web le plus d'actualité en matière de démocratie directe aux États-Unis. Ça, c'est les mots-clés. Animals, businesses, crime and justice, education, etc. Et sous chaque chapitre, vous avez une vingtaine de sous-chapitres, vous pouvez vérifier. Il y a vraiment un nombre de thèmes extrêmement variés. Les impôts, évidemment, mais aussi les questions de société, mais aussi les questions de morale. Quelques thèmes d'actualité. Dans les années 20 du siècle dernier, c'était la prohibition, la période de la prohibition aux États-Unis, l'interdiction de l'alcool, qui a fait l'objet de toute une série de votes populaires dans les États. La peine de mort, l'interdiction de la peine de mort, caractère obligatoire de la peine de mort, méthode pour la peine de mort, avortement. Mesures positives, c'est les mesures positives pour promouvoir l'égalité entre les Noirs et les Blancs d'abord, entre les hommes et les femmes ensuite, etc., et les autres minorités. Immigration, très actuelle, c'est la marijuana qui a été légalisée dans une poignée d'États suite à un vote populaire aux décisions de juges. Et puis un thème qui est très d'actualité en France aussi, le mariage pour tous, est une constante parmi les thèmes d'actualité dans les États américains où les électeurs se prononcent pour ou contre la question de savoir si le mariage, c'est l'union d'un homme ou d'une femme, ou si un mariage de 2 hommes ou de 2 femmes est également possible. À titre d'exemple, j'ai pris les votes qui ont eu lieu en Californie en 2012. Il y en a eu tout ça, carrément cette liste. Initiatives constitutionnelles, initiatives législatives, etc. Vous voyez, la plupart, ce sont des initiatives législatives, des initiatives qui voulaient l'adoption d'une loi. Alors, ce qui est intéressant, vous avez le oui et le non à la face, la limitation des mandats. Limitation des mandats des députés. C'est une term limit, c'est un thème récurrent de la démocratie directe. Et là, ils ont atténué un peu. Avant, ils pouvaient être élus que pour deux périodes successives. Maintenant, ils ont atténué en 2012 cette limitation des mandats. Un impôt sur le tabac pour promouvoir la recherche sur le cancer a été rejeté. Une augmentation des impôts a passé. Donc vous voyez, c'est ce qu'on dit assez souvent. Comment pouvez-vous poser au peuple la question de savoir si vous augmentez les impôts? Eh bien, ça dépend. Si vous me permettez d'ajouter une petite parenthèse, j'ai eu l'occasion, il y a 3 ans, au Goethe-Institut à Athènes, de faire une conférence sur la démocratie directe. Et l'ambassadeur allemand en Grèce, ancienne très classique, est venu, vous savez, la démocratie directe, c'est très bien, mais posez une fois au peuple la question de savoir si vous augmentez les impôts. Vous connaissez la réponse, mesdames et messieurs. Malheureusement, 2 jours avant, en Suisse, on venait d'augmenter l'impôt sur le chiffre d'affaires, enfin la TVA, pour assainir notre assurance invalidité qui était en période difficile. Le peuple avait accepté une augmentation d'impôt, de l'impôt indirect, quelques pourcentages. Et quand j'ai dit évidemment cet exemple à l'ambassadeur, il a quitté la salle assez rapidement. Bref, là aussi, ça passait. Ce qui est intéressant, c'est cette initiative. C'est cette initiative-là, la Proposition 35, acceptée à 85% par les électeurs. Pour trafic humain et question de délits sexuels, peine accrue, peine lourde. Tout le monde était d'accord. Mais un tribunal est venu, en partie, par la suite, à annuler cette votation populaire qui ne correspondait pas, qui violait, d'après ce tribunal, la Constitution américaine, Due Process of Law et d'autres clauses constitutionnelles. Donc vous voyez le débat. Ou alors, intéressant aussi, l'étiquetage obligatoire des produits OGM dans les magasins. On a dit que tout ce qui est produit OGM, il faut que ce soit visible pour le consommateur. Ah ben oui, non, ils n'en ont pas voulu. Hein.
etc. Et puis, un seul exemple d'un référendum facultatif sur une loi votée par le Parlement, c'était la définition des circonscriptions électorales pour le Sénat de la Californie, une révision qui a été acceptée. Donc, vous voyez à peu près les thèmes qui peuvent passer par ce processus. Et puis, un exemple d'actualité, le mariage pour tous en Californie, puisque je sais qu'en France, on y songe beaucoup à ce thème. En l'an 2000, il y avait déjà un vote populaire, Proposition 22, une initiative législative, a été acceptée, et elle disait « Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, point barre ». La Cour suprême de la Californie a annulé en mai 2008 cette proposition, cette interdiction, en disant qu'elle est contraire, qu'elle viole la Constitution fédérale, qu'elle est contraire au principe d'égalité, hommes-femmes en particulier, a donc dit que non, cette proposition, cette loi viole et elle est annulée. C'était la suite de toute une série de processus parce que les gouverneurs dans certains États ont commencé à marier des couples homosexuels en violation de la loi. Il y a eu procès qui a abouti à la Cour suprême de la Californie. En novembre 2008, en réaction à cette décision de la Cour suprême de la Californie, une initiative populaire, cette fois constitutionnelle, donc, puisque la première législative, cette fois on a mis ça dans la Constitution de la Californie, à nouveau, le mariage, c'est un homme et une femme, point fini. Donc on a élevé le niveau normatif pour mettre ça dans la Constitution. La Cour suprême de la Californie a baissé les bras, elle a dit « Ok, très bien, si vous mettez ça dans la Constitution, moi j'ai rien à dire et je ne peux pas dire que ce soit contraire à la Constitution puisque c'est dans la Constitution. » Elle a donc confirmé cette Proposition 8 en 2008. En août 2009, District Court, c'est une petite sphère, une cour fédérale inférieure, un juge unique, a dit j'interdis aux autorités californiennes d'appliquer cette disposition parce qu'elle viole la Constitution fédérale. C'est un juge unique qui a pris cette décision, qui a suspendu en quelque sorte l'application de la loi en attendant un procès qui pourrait aboutir au niveau supérieur. Et puis en juin de l'année dernière, Hollingworth versus Perry, la Cour suprême fédérale, celle de Washington, dans une curieuse décision, où elle devait statuer sur ces décisions de la Cour inférieure, elle a dit « Je refuse d'entrer en matière. Je ne peux pas juger parce que ceux qui défendent cette proposition n'ont pas qualité pour agir. » Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités de la Californie, qui auraient été tenues, on dirait nous en Suisse, qui auraient été tenues de défendre la décision voulue par le peuple, étaient dit non, nous on ne défend pas cette décision, on est contre. On ne défend pas cette décision en justice, de sorte que ce sont des particuliers qui étaient en faveur de la vision classique du mariage, qui ont dû défendre cette proposition devant la Cour suprême. La Cour suprême a dit mais vous n'avez pas standing, vous n'avez pas qualité pour agir, on ne peut pas entrer en matière sur votre recours, ce n'est pas à vous de défendre une institution, une loi de l'État. De sorte qu'elle n'est pas entrée en matière, la seule décision qui est valable, c'est donc celle du juge unique de août 2009, et le mariage pour tous est donc possible à cause de la décision d'un seul juge en Californie aujourd'hui. Évidemment, on a assez souvent dit, le gouvernement a refusé donc de défendre ça devant les tribunaux, et puis c'est un peu contestable, parce qu'il suffit donc que les autorités de l'État, s'ils ne sont pas d'accord avec une décision du peuple, et s'il y a un procès, ils disent non, nous, on n'est pas d'accord de défendre cette proposition devant les tribunaux pour que le procès ne puisse pas avoir lieu et pour que la décision populaire puisse être contrecarrée. Voilà un titre d'exemple de cette circonstance. Maintenant, dernière série de réflexions. Après avoir montré les institutions et touché un peu l'histoire et aux thèmes qui sont touchés, voyons comment cette démocratie directe se place dans le jeu des pouvoirs avec le législateur, l'exécutif, etc.
Et une première question qu'on peut se poser, le peuple face aux autorités. Le peuple face aux autorités politiques, j'entends. Parlement, exécutif, gouvernement. L'initiative et le référendum instituent le peuple comme organe de l'État. On a dit que c'est un élément caractéristique de la démocratie tout court et de la démocratie directe. Le peuple ne peut pas seulement élire, mais il peut décider, il peut prendre des décisions sur des normes, parfois obligatoirement, parfois à titre facultatif. C'est une chose extrêmement importante. Déclenchement autonome du vote aux États-Unis dans ces États, comme en Suisse, comme en Irlande, comme au Danemark en partie, en Italie, le vote est déclenché de façon autonome, il ne dépend pas des autorités, au contraire, il contourne les autorités. Et ça, c'est à nouveau la caractéristique sur laquelle j'insiste pour la deuxième fois. La démocratie directe aux États-Unis, d'une part, veut contrôler le peuple, veut contrôler le législateur par le référendum. Le législateur a fait une loi, le peuple peut la soumettre au vote et peut dire non. Les Américains parlent à ce sujet des sins of commission, des péchés positifs en quelque sorte. Le référendum permet au peuple de réagir contre un péché positif du législateur, une loi qu'ils ne veulent pas, ils peuvent la refuser en votation populaire. Non seulement ça, mais ils peuvent contourner le législateur, non seulement le contrôler, mais le contourner. Sins of omission, ce sont des péchés négatifs en quelque sorte. Ce que le législateur n'a pas fait lui-même, nous pouvons le faire en parallèle, directement, et imposer notre volonté aux autorités politiques, aux autorités parlementaires, exécutives, administratives, etc. Donc voilà la puissance que donnent ces démocraties directes au vote du peuple, contre les législateurs, mais aussi contre contourner le législateur. Ce qui m'a toujours frappé aux États-Unis, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Les initiants sont là, ils s'adressent au peuple. Le Parlement est mis à l'écart, le gouvernement est mis à l'écart. Ce n'est pas un dialogue entre les uns et les autres. On propose quelque chose, l'autre répond, peut-être que je retire encore mon initiative. Ça, c'est la possibilité. Il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment l'initiative et le référendum vus comme des instruments dirigés contre les pourris, excusez-moi l'expression, la pourriture du Parlement et la pourriture de la mafia qui est au pouvoir. C'est l'origine de ces institutions et ce côté anti-autoritaire est toujours très présent aux États-Unis. Voilà donc le peuple face aux autorités, c'est l'essence même de cette démocratie directe. Maintenant, les autorités face au peuple. Quelles sont les possibilités qu'ont les autorités de réagir, d'influencer, de décider quand même, puisqu'on les a élus? Il y a quand même des parlements, il y a des gouverneurs élus par le peuple. N'oublions pas que le droit d'initiative en matière constitutionnelle, en matière législative, n'appartient pas qu'au peuple, mais aussi aux autorités, bien entendu. Le gouverneur, le Parlement, peut proposer qu'une constitution soit révisée, une loi soit adoptée, et ils le font bien plus souvent que le peuple ne le fait, bien entendu. Pour le référendum facultatif, on oublie toujours que le peuple ne peut voter que sur une loi qui a été voulue par le Parlement. Donc, c'est une décision du Parlement, ils ont quand même un pouvoir extraordinaire, c'est le Parlement qui fait les lois. Le peuple peut les sanctionner s'il le souhaite, mais la loi est quand même votée par le Parlement comptant cet instrument-là. En termes de référendum facultatif, toujours, son domaine est assez restreint dans la mesure où ce qu'ils appellent les lois de police et les lois de finances ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi de police? Ça, c'est le législateur qui le dit. Donc il a quand même la possibilité de réduire le rôle du référendum à une portion relativement incongrue, et les tribunaux, y compris la Cour suprême, ont dit « nous n'allons pas, c'est une political question, c'est une question politique. C'est au législateur de dire ce qu'il considère être une loi de police dans cet État, et donc à l'exclure du référendum. » C'est assez intéressant. En cas d'initiative populaire, comme je viens de le dire déjà, les autorités ont les mains liées.
Les délais sont courts, les délais pour répondre à l'initiative. Ils n'ont pas le temps d'élaborer, comme en Suisse, nous avons l'habitude de faire un contre-projet, de faire une autre proposition, la soumettre parallèlement au peuple. Ça n'existe pratiquement pas aux États-Unis. Les contre-projets, comme j'ai dit, viennent du peuple lui-même. Une contre-initiative doit être lancée si on veut contrer une initiative qui déplaît. Pas de recommandation de vote. Le Parlement, le gouverneur, ne peut pas, avant le scrutin, recommander aux électeurs de rejeter, de donner ses arguments. Non, écoutez, votre idée, c'est peut-être sympathique, mais ça ne va pas pour X raisons. Donc, de guider les électeurs pour dire, nous vous recommandons de plutôt voter non, ou oui, s'il le faut. Ça n'existe pas aux États-Unis. Et puis, le dernier point, les initiatives, une fois qu'ils ont passé le cap de la votation, qu'ils ont été acceptées, qu'elles se terminent comme des articles constitutionnels ou des lois entières, il y a des possibilités pour les autorités de réagir. Elisabeth Gerber a publié il y a une dizaine d'années un Stealing the Initiative, voler l'initiative, pour montrer un peu la marge de manœuvre qu'ont les autorités parfois dans le processus de mise en œuvre des révisions constitutionnelles et législatives voulues par le peuple. Il y a presque toujours une marge d'appréciation. Parce que les initiatives, pour réussir, pour passer le premier cap de la récolte des signatures, on les formule souvent de façon un peu vague. Si vous donnez trop de détails, vous créez des adversaires, vous provoquez des adversaires et des oppositions diverses, de sorte que ça risque de ne pas passer. Donc on reste vague sur un thème qui croche. Hein. Mais si le terme est vague, la détermination de son sens précis qui incombe par la suite aux législateurs, aux autorités exécutives et administratives est d'autant plus large. En Californie, il y a eu une initiative il y a une dizaine d'années, English Only. Langue officielle en Californie, c'est l'anglais. Dirigée évidemment contre les latinos qui sont bientôt une majorité d'ailleurs dans cet État, et contre l'usage de l'espagnol comme langue officielle. Ah ben, ça a été pratiquement pas suivi d'effet. Les autorités ont interprété ça pour dire oui, l'anglais doit rester une langue officielle, mais pas nécessairement la seule. Donc la pratique a continué, il pourrait difficilement faire autrement que d'accepter que l'espagnol soit utilisé par les autorités pour s'adresser à la population croissante des Américains ou des immigrés latinos. Donc, dans d'autres cas, lorsque l'initiative est très précise, Proposition 13 de 1978, c'était une des initiatives les plus radicales aux États-Unis, qui limitait radicalement les impôts, les finances publiques, notamment pour les écoles publiques. C'est grâce à Jerry Brown, qui est au nouveau aujourd'hui gouverneur des États-Unis, que cette initiative en 1978 avait passé, et elle a conduit à une diminution des dépenses de l'État pour pratiquement dans tous les domaines sociaux, que ce soit les écoles, que ce soit les handicapés, etc. On a dit souvent que c'était le début de la catastrophe. Elle profitait de la protection accrue. On pouvait la remettre en cause seulement par un nouveau vote populaire. Et bien, Jerry Brown a mis, puisqu'il est un nouveau gouverneur, l'année dernière, les Californiens, pour la première fois, ont accepté de revenir sur ce principe des spending, des tax cuts pour le domaine scolaire, entre autres. Donc, cette initiative-là a été acceptée très, très directement. Donc, vous voyez, la marge de manœuvre est assez importante. Deuxième élément, les juges face au peuple. Je vous ai dit, le rôle des juges est très important. Le contrôle concret et diffus de la constitutionnalité des lois joue de façon très importante. Et il y a aux États-Unis, en termes d'organisation judiciaire, une organisation parallèle entre les États et l'État fédéral. Vous avez des tribunaux d'État, de première instance jusqu'à la Cour suprême, et en parallèle, vous avez des tribunaux fédéraux de district, d'appel et la Cour suprême de Washington qui jugent les affaires fédérales. Comme les institutions de démocratie directe sont des institutions des États, la Cour suprême intervient très rarement. C'est une affaire des tribunaux suprêmes de cette constitution-là, des différents États américains qui font qu'il y a une espèce de fédéralisme judiciaire
où les juges d'État peuvent aboutir à des conclusions très différentes de celles qu'a préconisées la Cour suprême des États-Unis dans des affaires où la fédération est impliquée. Quoi qu'il en soit, il y a deux étapes d'intervention du juge dans le processus démocratique de démocratie directe. Avant le vote, une fois que l'initiative a abouti, avant la campagne, il faut évidemment les conditions formelles de recevabilité qui doivent être vérifiées. Et ça peut donner lieu à des conflits. Est-ce que vraiment le nombre de signatures a été atteint? Est-ce que l'unité de la matière, cette règle dont j'ai évoqué, a été respectée? Avant le vote, dans la plupart des États, pas dans tous, on examine cette question avant le vote. Pre-election review. Post-election review, après le vote, évidemment, intervient la question de la conformité au droit supérieur. Donc, avant qu'une initiative ne soit votée, on ne peut pas dire « Eh oh, cette initiative-là, elle est contraire à la Constitution fédérale » et s'adresser au juge. Le juge dira « Non, on n'entre pas encore en matière, tant qu'elle n'a pas été votée. » Une fois qu'elle a été votée, alors là, c'est devenu une loi, c'est devenu une disposition constitutionnelle, et là, on peut bien sûr défier cette norme devant les tribunaux d'État ou les tribunaux fédéraux, et ça aboutit quand même assez fréquemment, dans les statistiques, 20 à 30% des initiatives qui passent le cap de la votation populaire sont entièrement ou partiellement invalidées par des tribunaux par la suite. C'est donc pas anodin. Même s'il existe une tendance aux États-Unis de dire in dubio pro populo, donc les juges sont assez larges, ils disent oui, on ne doit pas sans nécessité annuler un vote, une décision prise par les électeurs. Cet adage n'a rien de latin. Les latins ne connaissaient pas le référendum, les Romains. Hein. Donc ça, c'est une invention des auteurs suisses et américains d'avoir appelé ça pour ça. Certains auteurs américains, se méfiant de la démocratie directe, disent qu'il faut même être plus strict avec une loi votée par le peuple qu'avec une loi votée par le Parlement. Pourquoi? Parce qu'une loi votée par le Parlement, elle a passé par ce système de checks and balances, elle a été examinée par des commissions, l'exécutif, l'administration, elle a fait l'objet de toute une série de débats. Ben, la loi populaire, elle a fait le contour de tout ça, donc il faudrait être plus strict avec cette loi. Parmi mes collègues constitutionnalistes, il y en a toute une série qui disent oui, alors le peuple, c'est bien, il peut légiférer. Mais alors les juges doivent regarder de plus près si ces lois ou ces dispositions sont conformes au droit supérieur. Dans la pratique, ça n'a pas marché. Voilà les exemples, mariage pour tous, légalisation marijuana, où ces récentes années, les tribunaux sont intervenus directement dans le processus. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la Californie pour dire qu'une décision prise par le peuple est annulée. La Cour suprême est assez discrète dans la matière, comme je vous ai dit, pour la raison évidente que ça ne touche pas au droit fédéral, sauf lorsque une initiative, et c'est assez rare, est annulée pour être contraire à une disposition de la Constitution fédérale. Et puis enfin, le peuple face au juge, parce que ce jeu continue. L'initiative constitutionnelle peut contrer l'interprétation judiciaire d'une loi. Ça, c'est l'exemple que je vous ai donné avec le mariage pour tous tout à l'heure. Une initiative législative a été annulée pour le juge. Ah ben, on fait une initiative constitutionnelle et on remet ça sur le tapis. Et si ça passe au niveau constitution, ça c'est corrigé. C'est toute une série d'exemples en matière de busing, en matière de mariage pour tous, en matière de peine de mort, dans toute une série d'affaires où le peuple a dit au juge « Eh oh, on n'est pas d'accord » et on fait une initiative constitutionnelle pour contrecarrer une décision judiciaire qui déplaît. Et puis il y a la révocation des juges, l'ultime arme qui existe dans certains États, pas dans tous les États, c'est de dire au tribunal « Eh oh, vous les juges ou la juge XY, vous avez participé à cette décision, on va lancer une procédure de rappel. » Et il y a une vingtaine d'années, le Chief Justice de la Cour suprême de la Californie a été rappelé, notamment à cause de la jurisprudence très libérale qu'il a promue. Donc vous voyez, pour l'indépendance des juges, la démocratie directe peut être relativement dangereuse. J'en viens, mesdames et messieurs, enfin vous me direz, j'en viens à la conclusion.
avant les questions. Une pratique constitutionnelle intense, comme je vous ai dit. Les Américains, dans ces États, pratiquent avec assiduité ces institutions de démocratie directe, surtout l'initiative, faut-il dire. L'initiative, puisqu'elle est directe et plus efficace que le référendum, on n'a même pas besoin d'attendre que le Parlement édicte une loi pour la contredire. On fait directement une loi qui nous plaît, et de sorte que le Parlement, il n'a rien à dire et il ne peut pas s'y opposer. Les 8 États les plus actifs en matière de pratique de la démocratie directe, voilà ce que je les ai mis ici, surtout Oregon, qui a, je crois, le record en matière d'initiative populaire, suivi par la Californie et les autres États. Ça, c'est les 8 États les plus actifs. En Californie, depuis que le droit d'initiative et de référendum existe depuis une bonne centaine d'années, il y a eu 1216 votes. J'ai trouvé ça par hasard hier sur le site Internet. C'est quand même assez important. Dans l'année 2011, pour tous les États américains, il y a eu dans 9 États 34 votes. Ce n'est pas énorme. Les années impaires ne sont pas très productives, c'est les années paires qui sont productives. En 2012, on a eu 188 votes dans 39 États. Donc, c'est pas mal, c'est une pratique intense. L'année dernière, c'était à nouveau plus bas, 31 contre 6, et cette année, ce sera à nouveau plus fort, toujours pour la même raison, parce qu'en novembre, tous les 2 ans, les Américains élisent les membres de la Chambre des représentants. Donc, cette élection, on lance des initiatives à ce moment-là, parce qu'on sait que les électeurs vont se mobiliser. Pour l'année 2012, on a compté des initiatives constitutionnelles dans tous les États. Il y en a eu 50, 19 ont été acceptés, 31 ont été refusés. Des référendums facultatifs, il y en a eu 119, 89 ont été acceptés, 30 ont été rejetés. Vous voyez, le taux de succès des initiatives est plus élevé que le taux de succès des demandes de référendum facultatif. Comme je vous ai dit, une réputation douteuse parmi les élites. La démocratie, et c'est un thème constant depuis la naissance des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, est dangereuse pour les libertés. Le peuple risque de violer les droits fondamentaux d'une partie de la population. Thème sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l'heure dans la discussion. Une réputation douteuse parce que le système américain des checks and balances, de la balance des pouvoirs, de la possibilité qu'ont les différents pouvoirs de se contrôler, de se tenir un petit peu en échec, n'existe pas pour la démocratie directe ou n'existe que de façon très particulière. Mais une popularité, comme j'ai dit, qui persiste. Les Américains, et je dis toujours, la démocratie directe, c'est un peu comme une voie à sens unique. On peut ne pas s'y engager, on peut faire un pas dans cette direction et s'arrêter, on peut progresser, mais revenir en arrière, c'est très difficile. Parce que le peuple doit être d'accord qu'on lui enlève un pouvoir qu'on lui a donné une fois. Et ça, c'est très rare, et aux États-Unis, et en Suisse, ça ne tient pas ça. Je vous remercie de votre attention.